Je vais mettre là. Ah oui. Là, c'est mieux. Car... Pierre, tu vas pouvoir ouvrir ton micro. Oui, normalement, je viens de le faire. Il est ouvert, c'est parfait. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir de Jérusalem. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir à nouveau notre ami Pierre Lursa. Pierre Lursa, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages de politique essentiellement, spécialiste du révisionnisme et de Jabotinsky. Et je crois que comme nous avons dit que nous allons toujours essayer d'être proches de l'actualité, de la vie israélienne, des événements de son histoire, nous sommes toujours à la veille de la formation d'un nouveau gouvernement en Israël qui fait depuis effectivement quelques jours un grand débat sur finalement l'identité juive de l'État d'Israël. Est-ce que toutes les coalitions qui peuvent se faire dans ce pays sont légitimes? Beaucoup de gens sont j'allais dire, de la Torah, de l'idéologie de Jabotinsky, qui est un des fondateurs, si ce n'est le fondateur de l'idéologie de la droite israélienne nationaliste. Et nous avons en ce moment, j'allais dire, un très grand débat qui est loin d'être clos. Et donc, nous ne savons pas encore sur quel gouvernement nous allons aller. C'est finalement deux gouvernements ou deux orientations qui sont tout à fait particulières et un peu inédites dans la politique israélienne. Je crois qu'à travers un peu la présentation de Pierre Lursa, nous allons mieux comprendre un petit peu l'idée de l'État juif à travers Jabotinsky et peut-être d'un peu mieux comprendre l'évolution de la politique et des partis politiques en Israël. Voilà, je remercie, comme d'habitude, toujours présent au poste, Naftali Lévy du département de la diaspora mondiale, Yasmine Manaï Marie, la directrice de nos programmes, voilà, qui agrémente nos soirées et nos journées du dimanche et du jeudi à travers les programmes Israël s'invite chez vous. Moi-même à Visana, à Jérusalem, et je passe la parole à Pierre Lursa tout en vous rappelant, comme d'habitude, que vous pouvez, vous le faites déjà, vous servir du chat pour nous poser vos questions. Je pense qu'elles seront nombreuses. Voilà, à tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Avi de ta présentation. Puisque tu viens de parler de chat, si c'est possible d'inscrire mon adresse email dans le chat, comme ça les gens qui voudront poser des questions et si je n'ai pas le temps d'y répondre à la fin de la conférence pourront le faire après la conférence. Et je serai heureux de leur répondre dans la mesure du possible, évidemment. Alors, je suis très content de vous retrouver pour ceux qui étaient là au mois de janvier. Je précise qu'on parle d'un sujet tout à fait différent. Et donc, je salue tous les amis et connaissances que j'ai pu reconnaître dans l'assistance. Et je remercie l'OSM de m'accueillir pour parler à nouveau de Jabotinsky. Et ce soir, le sujet dont on va parler, c'est donc l'idée de l'État juif dans la doctrine de Jabotinsky. Il ne sera pas question d'actualité, mais effectivement, comme l'a dit Avicenna, l'histoire, comme toujours, éclaire l'actualité. Et il y a beaucoup de choses, si vous avez l'occasion de lire les textes de Jabotinsky ou même d'autres écrits qui concernent cette période d'il y a déjà presque 100 ans, eh bien, je dirais que ça permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui.
Alors, pour dire quelques mots d'introduction sur ce sujet, Moshe Bella, a écrit un livre de référence sur Jabotinsky, raconte cette anecdote. Lorsque Eri Jabotinsky, le fils du Rosh Betar, qui se trouvait à l'époque à Addis Abeba, a donné à Moshe Bella son accord pour publier un recueil d'articles de son père, ça se passait dans les années 50, il lui a fait cette demande: « S'il vous plaît, ne transformez pas mon père en juif religieux ». Il a ajouté: « Mon père n'était pas religieux. Si vous publiez des articles exprimant une attitude positive envers la religion, publiez également des articles hérétiques. » Et il a employé le terme qu'on emploie traditionnellement, apikorsim, apikores. Et Moshe Bella a précisé qu'il a respecté cette demande parce qu'il savait très bien que Jabotinsky n'avait jamais été un juif pratiquant. Et pourtant, ajoute-t-il, Jabotinsky n'a jamais manifesté publiquement un quelconque mépris pour les commandements de la Torah. Et Moshe Bella précise encore que les articles de Jabotinsky qui expriment une attitude positive sont très nombreux, une attitude positive envers le judaïsme sont très nombreux, alors que les articles hérétiques, entre guillemets, sont tout à fait rarissimes. Et cette anecdote permet sans doute de comprendre la complexité de l'attitude de Jabotinsky envers la religion, envers la tradition juive, qu'on va tenter d'analyser ce soir. Et on peut résumer cette attitude par deux mots qui sont, je dirais, un éloignement mêlé de respect. Comme nous allons voir, cette double attitude d'éloignement et de respect a évolué au fil du temps, et Jabotinsky s'est rapproché du judaïsme, non pas en devenant un juif pratiquant, qu'il n'a jamais été, mais en approfondissant sa connaissance et son respect pour la tradition juive. Et nous essaierons de comprendre, après avoir décrit un petit peu le milieu dans lequel il est né, nous essaierons de comprendre pourquoi, et aussi de savoir comment Jabotinsky a envisagé la notion de l'État juif, à la création duquel il a consacré sa vie entière, et aussi les rapports entre l'État et la tradition et la religion. Et nous verrons en dernière partie en quoi ces conceptions peuvent être utiles pour Israël aujourd'hui, et en quoi elles sont actuelles pour Israël aujourd'hui. Alors, pour commencer, quelques mots de Jabotinsky et le judaïsme et quelques éléments biographiques. Parce que l'attitude de Jabotinsky, on va voir qu'elle est liée aussi à son histoire personnelle, mais elle est aussi quelque part fonction de sa pensée politique et aussi, comme on le verra, de sa doctrine de la nation, parce que Jabotinsky n'était pas seulement un dirigeant sioniste, il était aussi un théoricien, et il s'est penché de manière très approfondie sur ce qu'on appelait à son époque la question des nationalités. Et il faut savoir qu'il avait passé toute une année à Vienne, enfermé dans une bibliothèque, dans plusieurs bibliothèques d'ailleurs, où il a appris spécialement à lire le tchèque et le croate, et il a étudié l'histoire de peuples comme le peuple ruthène et le peuple slovaque, comme il le raconte dans son autobiographie. Et tout ça pour parvenir à une vision qu'il espérait le plus juste possible de la question de la nationalité. Alors, avant d'aborder ces conceptions sur ce sujet, quelques rappels biographiques qui apportent un éclairage sans doute intéressant sur ces positions idéologiques et qui permettent de mieux comprendre celles-ci. Alors, comme vous le savez, je crois que je l'avais dit la dernière fois, Jabotinsky a perdu son père lorsqu'il était enfant, et donc c'est sa mère qui s'est chargée de son éducation. Et c'est sans doute quelque chose d'important quand on se penche sur sa conception du judaïsme. Sa mère a notamment tenu à lui donner des leçons d'hébreu dès l'âge de 8 ans. Et dans son autobiographie, il raconte que, hormis ces leçons d'hébreu, je n'avais alors aucun contact intérieur avec le judaïsme. Et on essaiera de répondre à la question: qu'est-ce que ça veut dire cette expression de contact intérieur? Il raconte aussi que lorsque son père est mort, donc il était enfant, et il s'est rendu matin et soir dans une petite synagogue, et je pense qu'il n'était pas encore bar mitzvah, mais malgré tout, il a été à la synagogue dire le Kaddish, et il explique: je ne me suis pas acclimaté et je ne prenais pas part aux prières, sinon à la récitation du Kaddish. Donc, il faut imaginer cet enfant de, je crois, 8 ans, qui va dire le Kaddish à la synagogue pour son père, mais qui d'ores et déjà se sent quelque part loin de la religion et qui ne se trouve pas sa place dans la synagogue. Et cet épisode, à mon sens, est fondateur dans la vie de Jabotinsky pour son attitude envers la tradition d'Israël, parce que d'ores et déjà, alors qu'il est encore un enfant, il montre à la fois ce respect pour la mitzvah du Kaddish et en même temps ce sentiment de distance à l'égard des rites et à l'égard de la synagogue.
Et comme il explique aussi dans son histoire de sa vie, chez nous, il régnait une cache-route stricte. Maman allumait les bougies la veille du Shabbat et priait matin et soir. Elle nous enseignait le Modéani, la lecture du schéma. Mais toutes ces coutumes me laissaient indifférent. Et on verra aussi comment cette indifférence, à la fin de sa vie, fera place à une attitude tout à fait différente. Alors, cette description succincte du foyer dans lequel il a grandi permet de mesurer combien ce foyer était différent, par exemple, de celui des parents de Théodore Herzl, qu'on considère souvent, tout comme Jabotinsky, et sans doute à tort, comme un juif parfaitement assimilé. Et ni l'un ni l'autre ne l'était. Et en ce qui concerne Jabotinsky, non seulement il n'était pas un juif assimilé, il a reçu une certaine forme d'éducation juive, et notamment la lecture de la Bible qui l'a beaucoup marqué. Et il y a un épisode fameux que vous connaissez peut-être, qu'un jour, étant enfant, il demande à sa mère, est-ce qu'un jour nous rétablirons le royaume de David? Et sa mère lui répond, évidemment. Et il accepte cette évidence et il a conservé toute sa vie cette conviction ancrée en lui. Et donc, il a reçu une forme d'éducation juive, même s'il n'a fréquenté ni le cheder ni la yeshiva, contrairement d'ailleurs à d'autres dirigeants sionistes, parce qu'il n'a pas grandi dans le même milieu à la fois familial, mais aussi il a grandi dans une ville très différente, Odessa, une ville cosmopolite qui ne faisait pas partie de ce qu'on appelait le Troum Amoshav, la zone de résidence dans laquelle habitaient la plupart des juifs et des dirigeants sionistes de l'époque, du sionisme russe. Et donc, il a grandi dans une atmosphère tout à fait différente. Alors, bien entendu, le fait qu'il ait reçu un semblant d'éducation juive et que sa mère était une juive pratiquante, ça ne fait pas de lui un juif religieux, parce qu'à côté de cette culture juive dans laquelle il a baigné enfant, c'est surtout la culture générale, et pour lui c'était la culture russe et la culture profane, qui l'a marqué, notamment pendant son adolescence et ensuite pendant sa période de formation à Odessa et ensuite à Rome, où il est parti faire ses études après un bref séjour en Suisse. Et ce sont ces années romaines qui ont été les plus marquantes dans sa formation intellectuelle. Et de ce point de vue, Jabotinsky, évidemment, est quelqu'un qui a une double culture juive et européenne. Et comme il le raconte aussi dans sa autobiographie, lorsqu'il parle de l'Italie comme sa patrie spirituelle, dans laquelle il a forgé ses conceptions relatives aux problèmes nationaux de l'État et de la société. Et il raconte aussi que c'est là qu'il a appris à aimer l'architecture, la sculpture, la peinture, mais aussi le chant latin, la poésie de Léopardi, les livres de Tchekhov et de Gorky. Donc, vous voyez, tout ça fait de lui, je dirais, un juif, non certes un juif assimilé, mais un juif avec une forte culture européenne qu'il a gardée toute sa vie. Et d'ailleurs, quelque chose qui est moins connu des disciples, des adeptes de Jabotinsky, c'est qu'il est aussi resté un écrivain, même lorsqu'il a renoncé un peu comme Herzl d'ailleurs, il a renoncé entièrement à la carrière littéraire. Il était un écrivain prometteur, mais il a renoncé à cette carrière pour devenir un dirigeant sioniste. Mais malgré tout, il a gardé cette passion des lettres et de l'écriture. Et parfois d'ailleurs, lorsque la politique sioniste de son époque lui semblait trop prenante et l'étouffait parfois, et quelqu'un a dit que c'était comme un lion en cage, et bien lorsqu'il avait ce sentiment d'étouffement, et bien il menaçait de renoncer à tout cet engagement sioniste pour redevenir un écrivain. Évidemment, il ne l'a jamais fait. Alors, cette double culture européenne et juive ne fait pas de lui un juif européen épris de culture non juive, par exemple comme Stefan Zweig à la même époque, parce que en fait, je dirais que c'était une des facettes de sa personnalité très riche, aux facettes multiples. Et à la même époque où il s'enthousiasmait pour la littérature russe ou italienne, eh bien, il lisait aussi Bialik avec enthousiasme. Et lorsqu'il a fait ses débuts littéraires en tant que traducteur, il a choisi de traduire en russe le Cantique des Cantiques, pas moins que cela, et aussi un poème de Yodalev Gordon. Alors, après cette présentation de quelques éléments biographiques, j'en viens au sujet de l'État et la religion et de sa doctrine politique. Comment est-ce que Jabotinsky envisage les rapports entre l'État et la religion? Et pour comprendre sa doctrine sur ce sujet, il faut d'abord, je dirais, dire quelques mots de sa doctrine générale de l'État, parce que c'est celle-ci qui commande sa vision des rapports entre l'État et la religion, et non pas ses idées religieuses. C'est à partir de sa doctrine de l'État et de la nation qu'il va élaborer sa pensée de
la place de la religion dans l'État et dans l'État d'Israël, bien entendu. Et beaucoup de contresens ont été faits sur ce sujet. Et vous savez sans doute qu'on présente parfois Jabotinsky comme le partisan d'un État fort ou d'un État autoritaire, voire même comme un militariste et un fasciste. Et d'ailleurs, cette calomnie, elle n'est pas née sur une page de Wikipédia ou chez des historiens français ou européens, elle est née au sein même du mouvement sioniste, où ses adversaires ont propagé ce genre de calomnie, et notamment David Ben Gurion, qui le surnommait parfois Vladimir Hitler. Et je reviendrai en parlant de l'affaire Arlozorov. Et donc, évidemment, il s'agit d'une calomnie et d'un contresens parce que non seulement Jabotinsky n'a jamais eu la moindre sympathie pour les régimes autoritaires, il s'est opposé à eux dès le début des années 30 avec une lucidité exceptionnelle, y compris au sein du mouvement sioniste, mais en réalité, il a toujours été partisan d'une intervention minimale de l'État. Et pour comprendre quelle est sa conception du rôle de l'État dans la société, je voudrais lire un extrait d'un article qu'il avait publié en 1940 à New York, qui s'appelait Bnei Melachim, fils de roi. Et cet article, c'est un petit peu le testament politique de Jabotinsky, non seulement parce qu'il l'a écrit dans les derniers mois de sa vie, il est mort en 1940 dans un camp du Bétar, après avoir passé en revue un misdar du Bétar, une revue du Bétar. Et dans cet article donc, de 1940, il écrit, je cite, « Quelle est la véritable tendance fondamentale de notre antique tradition concernant le pouvoir de l'État? Cette tradition déteste de toute évidence l'idée même du pouvoir de l'État et ne le tolère que dans la mesure où il est indispensable et inévitable. Parce que, poursuit-il, dans la vie et l'activité de chaque homme dans son royaume individuel, qui doit autant que possible être laissé hors de portée de l'État, la meilleure règle consisterait à ce qu'on le laisse tranquille. » Fin de citation. Et donc, a priori, son idée de base qu'il puise dans la tradition, c'est que toute intervention de l'État doit être évitée, mais poursuit-il, si cela s'avère vraiment impossible, parce qu'il existe des dangers extérieurs et des besoins intérieurs qui rendent nécessaire un effort collectif, alors que celui-ci soit limité strictement au minimum inévitable. En sorte, poursuit Jabotinsky, il s'agit d'une mentalité pour laquelle un État totalitaire serait un anathème, son idéal authentique, l'idéal de la tradition juive, serait une sorte de sage anarchie, mais comme cela est impossible, qu'il s'agisse au moins d'un État minimalitaire. Fin de citation. Et donc, c'est sur ce néologisme, cette expression d'État minimalitaire, que Jabotinsky puise sa conception du rapport de l'État et de la société, et qu'il puise à la source du judaïsme, dans la tradition d'Israël, et notamment cette idée d'un royaume individuel qui doit, selon lui, échapper à toute interférence de l'État. Eh bien, cette idée, elle est essentielle pour comprendre les relations entre l'État et la religion dans sa pensée politique, parce que c'est précisément au nom de cette idée du royaume individuel qu'il considère que l'État doit respecter dans la mesure maximale la liberté de pensée, la liberté d'opinion et la liberté de croyance. Et donc, toute idée de coercition religieuse est totalement étrangère à sa pensée. Comme il le dira dans un article de 1935, la religion est l'affaire privée de l'individu et ici doit régner la liberté la plus totale. Alors, nous allons voir maintenant comment, à partir de cette idée fondamentale, Jabotinsky va évoluer à partir d'une vision très négative de la religion vers une vision beaucoup plus positive. Je précise d'ailleurs que souvent on fait l'erreur lorsqu'on envisage les conceptions d'un dirigeant ou d'un penseur politique, comme Jabotinsky, de les considérer comme de manière figée hors du temps, comme si elles étaient d'emblée élaborées sous leur forme définitive. Et bien entendu, ce n'est pas le cas parce que toute pensée est dynamique et se déploie dans le temps et dans la durée de la vie du penseur. Et c'est d'autant plus vrai pour Jabotinsky qu'il n'a pas vraiment eu le temps, dans sa vie très très occupée et mouvementée, d'élaborer une doctrine politique achevée. Il n'a pas rédigé aucun traité sur aucun sujet, mais il a abordé les thèmes de sa pensée politique au fur et à mesure de l'écriture de ses articles, puisqu'il était journaliste, il a toujours écrit des articles toute sa vie, et donc il a élaboré sa pensée au fil de ses pérégrinations autour du monde. Alors la première étape dans cette évolution, c'est un article de 1905 qui s'appelle « Le sionisme et Eretz Israël », et dans lequel Jabotinsky, âgé de 25 ans seulement, expose sa conception du rôle de la religion dans l'histoire juive pendant l'exil, et il l'exprime dans les termes suivants, je cite, « C'est ainsi qu'est mort le judaïsme, car toute chose qui cesse de se développer est considérée comme morte,
même lorsqu'elle renferme un éclair de vie profondément enfoui. Et il poursuit, il est mort, le judaïsme est mort dès l'instant où Israël est devenu un peuple sans terre qui a entamé sa longue marche héroïque de 2000 ans de souffrance pour préserver son trésor sacré. Fin de citation. Et ainsi, Jabotinsky, dans cet article écrit lorsqu'il a 25 ans et qu'il est déjà un militant sioniste, eh bien cette conception, je dirais, c'est une conception largement partagée par les théoriciens du sionisme de son époque, à savoir que la religion juive a servi à conserver vivante l'identité d'Israël pendant les siècles de l'exil. Et en filant cette métaphore, il explique que le trésor sacré que le peuple juif a conservé, ce n'est pas la religion en elle-même qui n'en est que l'enveloppe. Donc la religion, c'est simplement l'enveloppe du trésor national. Et quel est ce trésor? Je cite à nouveau Jabotinsky. Si ce trésor sacré était le judaïsme, c'est-à-dire la religion, le peuple l'aurait abreuvé d'eau vive et il aurait bénéficié de sa croissance et de son développement. Mais si le peuple a enfermé de son plein gré sa conscience religieuse dans un cadre de fer qu'il a desséché au point qu'il se fossilise et qu'il a transformé ainsi une religion vivante en un cadavre de religion embaumé, alors il est clair que ce n'est pas dans la religion que réside le trésor sacré, mais dans autre chose, une autre chose à laquelle ce cadavre devait servir uniquement d'enveloppe et de protection. Fin de citation. Et donc vous voyez cette vision tout à fait classique, en fait, c'est la même vision, par exemple, d'un historien non juif comme Arnold Toynbee, qui parle lui aussi du fossile de la religion juive, cette vision du fossile et du cadavre embaumé, qui sert d'enveloppe et d'isolant, finalement, à l'identité nationale du peuple juif en exil. C'est une vision classique dans la pensée sioniste laïque, et qui dénote donc évidemment une attitude très négative envers la religion juive, qu'on peut qualifier d'utilitariste, puisque le seul but de la religion pendant tout l'exil, pendant toute l'existence d'Israël en exil, c'était de conserver l'identité nationale. Alors, quel est donc ce trésor sacré si ce n'est pas la religion elle-même? Et la réponse, Jabotinsky l'expliquera bien plus tard dans un autre article qui s'appelle « Exposé sur l'histoire d'Israël ». Et ce trésor, pour lui, c'est ce qu'il appelle le mécanisme spirituel, qui désigne en fait, à ses yeux, l'élément occulté dans la théorie marxiste des moyens de production. Parce que pour Marx, l'histoire humaine est déterminée par ce qu'il appelle les moyens de production, c'est-à-dire par des facteurs purement économiques et matériels, alors que Jabotinsky, qui s'est intéressé à Marx, qu'il a étudié lorsqu'il était un jeune étudiant en droit à Rome, eh bien pour Jabotinsky, il manque dans la théorie marxiste un élément important qui est l'élément spirituel. Et comme il explique, je cite, « À partir du moment où l'isolant naturel, c'est-à-dire le territoire national, est perdu, chaque chose se transforme en succédané de territoire, et en particulier ce moyen considérable de séparation qui a pour nom la tradition religieuse. Mais pour cela, il est nécessaire que cette tradition soit absolument immobile. » Fin de citation. Donc, la religion, elle a uniquement pour objet de préserver l'identité nationale d'Israël pendant 2000 ans d'exil. Et donc, elle est envisagée de manière purement négative, comme une momie, comme un fossile. La deuxième étape dans l'évolution de sa pensée, c'est 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, dans un article qui s'appelle « Religion », à date. Et dans cet article important, Jabotinsky analyse à la fois son attitude envers la religion, mais surtout il l'analyse d'un point de vue autobiographique, parce qu'il explique quel est le fruit de son époque, de l'époque à laquelle il a grandi, qui est l'époque de l'assimilation russe. Et donc il explique que, contrairement à ce qu'il a pu croire dans sa jeunesse, la religion joue un rôle important dans l'histoire des peuples et dans l'histoire mondiale. Et parce que dans cet article « Religion », Jabotinsky explique que non seulement il critique la doctrine marxiste qui est incomplète parce que le matérialisme historique, ce qu'on appelle le matérialisme historique de Marx ne tient pas compte des éléments spirituels et donc de la religion, ne tient compte que des éléments matériels. Mais cette fois-ci, Jabotinsky complète cette critique sa critique du marxisme, complète sa critique du marxisme par une analyse personnelle et par une réflexion sur sa propre autobiographie, en expliquant pourquoi la religion était absente chez les gens de sa génération et pourquoi à l'avenir elle devra jouer un rôle important. Et il explique, je cite, « Chez l'homme qui est pleinement évolué, il n'est pas possible qu'une émotion aussi considérable que l'émotion religieuse fasse défaut. L'homme de l'avenir, l'homme entier, auquel aucun sens ne fera défaut, sera un homme religieux.
Je ne sais pas quel sera le contenu de sa religion. Cependant, il sera porteur du lien vivant entre son âme et l'infini qui l'accompagnera partout où il ira. Fin de citation. Et évidemment, ce pronostic de Jabotinsky selon lequel l'homme entier, l'homme de l'avenir sera religieux, marque évidemment une évolution considérable dans sa pensée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates, entre 1905 et 1935? Comment est-ce que le jeune dirigeant sioniste russe, qui était convaincu que la religion n'est qu'un fossile et un cadavre embaumé, est-il venu 30 ans plus tard à y voir une dimension indispensable de la personnalité humaine aux côtés de la musique et de l'art? Alors évidemment, on ne va pas énumérer tous les facteurs de cette évolution. Je vais en mentionner juste les plus importants. Je dirais le premier, c'est son cheminement personnel, c'est le fait que le jeune homme fougueux est devenu un homme mûr, il a mûri, évidemment, c'est le facteur personnel. Mais le deuxième facteur, c'est celui des rencontres qu'il a pu faire dans sa vie, les nombreuses rencontres parmi lesquelles on peut mentionner 3 personnes en particulier. Le rabbin Folk, qui était l'aumônier militaire dans les rangs des muletiers de Sion, que Jabotinsky avait créé pendant la Première Guerre mondiale et qui se sont battus notamment à Gallipoli avec beaucoup de courage. La deuxième personne, c'est le rabbin Nathan Milikowski, qui n'est autre que le grand-père de Binyamin Netanyahou. Et la troisième personne, c'est évidemment le grand rabbin Avraham Kook, qui a eu l'influence la plus importante sur Jabotinsky et sur sa conception du judaïsme et de la religion. Et je vais citer ici une lettre que Jabotinsky écrit en 1934 et je relaterai après dans quelles circonstances il écrit cette lettre donc au Rav Nathan Milikowski, le grand-père de Netanyahou. Et dans cette lettre, Jabotinsky évoque la figure du rabbin Kook, grand rabbin de Palestine mandataire à l'époque. Je cite: le nom du rabbin Kook est devenu en l'espace d'une nuit un symbole sublime dans le cœur des foules, et moi-même, en toute humilité, si je ne craignais pas de m'exprimer sur les sujets religieux, je choisirais précisément cet instant pour lancer publiquement un appel dont je rêve depuis l'époque de ma jeunesse, renouveler de nos jours le titre de Kohen Gadol, de grand prêtre. Fin de citation. Et donc Jabotinsky, dans cette lettre très enflammée, il explique qu'il voudrait renouveler le Kohen Gadol, l'institution du Kohen Gadol, pour que le rabbin Kook devienne le Kohen Gadol de son époque. Alors, et de son côté, de sources différentes, on tient que le rabbin Kook aurait lui-même qualifié Jabotinsky d'ange de Dieu, d'ange descendu du ciel. Évidemment, ces deux qualificatifs sont assez forts et inhabituels dans la bouche des deux personnes. Jabotinsky qui qualifie le rabbin Kook de Kohen Gadol et le rabbin Kook qui qualifie Jabotinsky d'ange venu du ciel. Alors, comment expliquer, je dirais, cette double admiration mutuelle que chacun vouait à l'autre, et comment ces deux hommes qu'a priori tous séparaient, puisque Jabotinsky c'était un dirigeant sioniste laïque et le rabbin Kook c'était un juif orthodoxe qui était devenu sioniste, et qui se sont apparemment jamais rencontrés. On n'a aucune trace, à ma connaissance, d'une rencontre entre les deux, même s'ils ont vécu à la même année en Palestine mandataire. Comment est-ce qu'ils sont venus à se porter cette estime réciproque? Et la réponse se trouve dans un événement très marquant sur lequel je voudrais m'arrêter, qui est l'affaire Arlozorov, qui a joué un rôle important non seulement dans l'histoire politique de Yishuv, mais aussi dans l'évolution des conceptions de Jabotinsky et notamment de sa conception sur le rôle de la religion dans le futur État juif. Alors, je rappelle très, très brièvement les faits qui sont connus. Lorsque le dirigeant sioniste Chaim Arlozorov est assassiné sur une plage de Tel Aviv le 16 juin 1933, la presse et les dirigeants de Yishuv, qui sont de tendance travailliste, de gauche, accusent immédiatement et sans avoir de preuves le Bétar, et 3 militants sont arrêtés. Et sur la base d'un témoignage assez obscur de la veuve d'Arlozorov, l'un des 3, Avraham Stavsky, est condamné à mort. Et Jabotinsky immédiatement est convaincu qu'il s'agit d'une fausse accusation et il compare d'ailleurs Stavsky dans des articles à Mandel Belis, qui était un juif ukrainien qui avait été accusé de crimes rituels en 1911, donc 20 ans plus tôt. Et donc Jabotinsky se lance dans une campagne effrénée pour obtenir l'acquittement de Stavsky. Et dans ce combat assez solitaire, il reçoit quand même le soutien de plusieurs personnalités du Yishuv, parmi lesquelles le grand rabbin Avraham Kook, le grand rabbin de la Palestine mandataire. Et le rabbin Kook prend la défense des accusés de manière très courageuse parce qu'il s'expose à la vindicte des journaux et des partis de gauche qui l'insultent. Et certains, en l'occurrence la Shomer Hatzaïr, vont même placarder des affiches dans toutes les grandes villes d'Israël en proclamant « Honte au pays dont les rabbins soutiennent des assassins ».
évidemment un épisode qui fait penser à d'autres épisodes de l'histoire récente d'Israël. Alors, très impressionné par l'intervention du rabbin Kook, Jabotinsky écrira plus tard, dans la même lettre que j'ai déjà citée au rabbin Milikovski, au grand-père de Netanyahou, Jabotinsky écrira: «Vous ne pouvez pas estimer la valeur de cette action. Outre son rôle décisif pour faire triompher la justice dans l'affaire Stavsky, dans l'affaire Arlozorov, elle aura des conséquences profondes et essentielles sur l'orientation politique et spirituelle du public hébreu en Eretz Israël et en diaspora. Et notamment, il précise, j'ai déjà reçu plusieurs lettres demandant que je propose lors de notre prochain congrès mondial une motion spéciale concernant les rapports entre l'organisation sioniste révisionniste et la tradition religieuse. Fin de citation. Et donc, de l'aveu même de Jabotinsky, c'est cette intervention très courageuse du rabbin Kook qui a suscité son changement d'orientation et le changement d'orientation de son mouvement dans son ensemble, du mouvement sioniste révisionniste de droite, qui était traditionnellement attaché à une laïcité militante, et l'évolution vers une attitude beaucoup plus favorable à la tradition juive. Et effectivement, un an plus tard, en 1935, lors du congrès fondateur de la nouvelle organisation sioniste, qui a été créée lorsque Jabotinsky a fait sécession, il a quitté l'organisation sioniste mondiale pour créer la nouvelle organisation sioniste, eh bien, il a accueilli, au sein de cette nouvelle organisation, il a accueilli ce qu'on appelait l'alliance de Yeshurun, Brit Yeshurun, qui était un courant sioniste religieux et qui s'est donc intégré au sein du mouvement révisionniste. Je vois sur l'écran une question révisionniste. Pourquoi ça s'appelait révisionniste? Parce que le but, c'était, l'idée de Jabotinsky, c'était revenir au sionisme de Herzl. Donc, c'est ça qu'il avait appelé la révidia, la révision, et c'est pour ça que son mouvement s'appelait révisionniste. Et donc, Jabotinsky, à cette époque, et le mouvement révisionniste a accueilli en son sein une tendance sioniste religieuse en 1935, malgré l'opposition très farouche de certains membres de ce qu'on appelait la vieille garde du parti, parmi lesquels figurait Adia Gourevitz, qui était le fondateur du mouvement cananéen, sur lequel on n'aura pas le temps de s'étendre, et aussi le propre fils de Jabotinsky, Eric, qui lui est resté toute sa vie attaché à une vision très laïque du sionisme. Et je cite à nouveau Jabotinsky dans son discours devant la nouvelle organisation sioniste en 1935, il dit: la religion, bien entendu, c'est l'affaire privée de chaque personne, et dans ce domaine doit régner la liberté absolue, héritée de notre ancien libéralisme, mais ce n'est pas une question privée de savoir si le mont Sinaï et les prophètes sont des fondements spirituels ou bien une momie dans une vitrine de musée, comme le corps embaumé de Pharaon. Fin de citation. Et donc, vous voyez qu'il reprend cette fois-ci l'image, la métaphore de la momie et du corps embaumé, mais cette fois-ci, ce n'est plus pour décrire la religion comme une momie, mais au contraire, c'est pour dire, est-ce que la religion doit rester une momie ou bien est-ce qu'elle doit devenir un fondement spirituel? Et là, il a évidemment à l'idée un fondement spirituel de la vie nationale dans le futur État d'Israël. Et il poursuit d'ailleurs, à nouveau, j'ouvre les guillemets, c'est une question essentielle et supérieure pour un État et pour notre nation de veiller à ce que le feu sacré perpétuel ne s'éteigne pas, pour que, au milieu du tumulte des innombrables influences qui entraînent la jeunesse et qui parfois la trompent et l'empoisonnent, cette influence-là, qui est une des plus pures, l'Esprit de Dieu, subsiste. Fin de citation. Et donc, Jabotinsky oppose d'un côté la tendance assimilationniste, le risque d'assimilation qui menace la jeunesse juive à son époque, et de l'autre côté, ce qu'il appelle l'Esprit de Dieu, le feu sacré, auquel il compare la religion juive. Et donc, évidemment, ce discours est essentiel pour comprendre l'évolution de sa pensée et la forme qu'elle prend dans la dernière période de sa vie, puisque lorsqu'il prononce ce discours, il n'a plus que 5 ans à vivre. Et on peut dire, donc, pour résumer cette évolution que j'ai décrite assez rapidement, que Jabotinsky est passé d'une conception classique utilitariste et plutôt négative de la religion et du judaïsme à une conception beaucoup plus positive d'un judaïsme vivant, au sein duquel brûle toujours ce qu'il appelle le feu sacré perpétuel, Esh Kodesh en hébreu, du mont Sinaï, et qui doit être selon lui le fondement spirituel du futur État juif. Alors, après avoir retracé cette évolution, je voudrais, dans la dernière partie de cet exposé, voir en quoi la conception de Jabotinsky, sa pensée, reste actuelle aujourd'hui, et notamment en quoi est-ce qu'elle permet de répondre à la question
des rapports entre État et religion en Israël aujourd'hui. Parce que cette vision, que j'ai retracée de manière évidemment très résumée, permet peut-être de répondre à certaines des questions les plus brûlantes qui agitent le débat public en Israël, comme aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, comme l'a dit Avicenna en introduction. Parce qu'en fait, ce débat, il se pose toujours dans les mêmes termes depuis 100 ans. Le débat sur la place de la religion au sein du mouvement sioniste, il existait à l'époque de Herzl, il existait à l'époque de Jabotinsky, et il existe aujourd'hui. C'est un débat qui se renouvelle chaque génération après génération et qui se pose en termes presque identiques, au point qu'il semble parfois constituer le point de discorde le plus marquant dans la société israélienne. Et je pense que certaines questions dans ce débat entre juifs religieux et juifs laïcs pourraient être simplifiées ou même résolues si on prenait la peine d'établir certaines distinctions essentielles en s'inspirant des conceptions de Jabotinsky. La première distinction, c'est évidemment celle de la sphère privée et de la sphère publique, distinction fondamentale dans tout régime politique moderne. Et le constat que faisait Jabotinsky à son époque est tout aussi valable aujourd'hui qu'à son époque. Je cite: « Cela fait longtemps que nous aurions dû, nous autres juifs, réviser notre attitude intellectuelle envers la religion par une manifestation positive, par exemple lors des assemblées, des congrès nationaux, des conférences et des assemblées élues. Il faudrait qu'elles s'ouvrent par une cérémonie religieuse. » Et il poursuit, Jabotinsky poursuit: « Peu importe que les membres soient croyants ou non croyants, car ces démonstrations revêtent une signification plus profonde que la question des croyances individuelles ou des doutes de l'individu. » Fermez les guillemets. En somme, ce que dit Jabotinsky, c'est que la religion est importante et plus importante pour la collectivité nationale que pour l'individu. Chaque individu est libre d'avoir ses convictions, de croire ou non, mais ce qui compte à ses yeux, et je le cite à nouveau, c'est la démonstration d'une foi puissante et historique partagée par des milliers de personnes. Évidemment, cette idée de l'importance du judaïsme au niveau de la collectivité, il faut la rattacher à sa conception de la nation. Alors, je voulais ouvrir une parenthèse sur son idée de rapport entre nation et individu que je vais peut-être laisser de côté, juste pour dire, pour l'aborder en quelques mots. Très souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un contresens qui est commis très souvent à propos de Jabotinsky, c'est d'une part de croire, comme je l'ai dit, qu'il est partisan d'un État autoritaire, et j'ai dit que c'était faux, j'ai montré que c'était le contraire, qu'il était partisan d'un État minimaliste, comme il a dit, un État minimalitaire, et d'autre part, entre l'État, entre le collectif et l'individu, Jabotinsky place toujours au-dessus l'individu. Parce que, contrairement à ce que peuvent écrire de nombreux historiens, y compris des historiens qui sont tout à fait sympathiques envers le sionisme, par exemple, un historien dont je ne citerai pas le nom, qui dit « Jabotinsky exalte le groupe et la nation dans lesquels l'individu se fond en appelant à dépasser l'individu ». Eh bien, c'est faux, parce que Jabotinsky, à ses yeux, l'individu reste toujours la valeur suprême. Et même lorsqu'il exalte le groupe et le collectif, comme on l'a vu dans la citation précédente, ce n'est jamais au détriment de la liberté individuelle et de la liberté de conscience. Et dans son autobiographie, d'ailleurs, il pose cette question dans ces termes tout à fait précis: qu'est-ce qui doit avoir la priorité entre l'individu et la collectivité, entre l'autonomie de la personne et les exigences de la nation? Et sa réponse, je cite: « Au commencement, Dieu a créé l'individu. Chaque individu est un roi égal à son prochain. Il vaut mieux que l'individu pêche envers la collectivité plutôt que la collectivité faute envers l'individu. » Fin de citation. Et on comprend bien en lisant ces lignes que Jabotinsky est tout le contraire d'un partisan d'un État autoritaire ou même simplement d'un État interventionniste, comme certains continuent de le penser aujourd'hui. Non seulement il déteste l'autoritarisme et le totalitarisme, mais en fait il est adepte d'un État minimaliste dont la seule fonction, comme que j'avais développé dans une précédente conférence, c'était de l'ordre de la protection sociale et économique. Alors, quelle est la place de la religion dans cette vision de la nation? Eh bien, la réponse, elle est très simple, c'est que la question des croyances relève de la liberté de conscience, elle appartient au royaume individuel, sur lequel nul ne peut empiéter, mais dans l'ordre du collectif, il est important à ses yeux de faire régulièrement la démonstration de ce qu'il appelle une foi puissante et historique dans le respect et l'obstination. Deux termes qui sont
très important. Ce n'est pas par hasard évidemment qu'il a choisi ces deux mots, le respect et l'obstination. Le respect, on l'a vu, c'est l'élément essentiel, c'est peut-être le fondement de sa conception du judaïsme qui date de son enfance. Et l'obstination, c'est la qualité spécifique au peuple juif, comme vous savez, le peuple à la nuque raide, dont parle la Bible. Et aux yeux de Jabotinsky, c'est évidemment fondamental que le peuple juif préserve cette qualité nationale, cette qualité qui lui est propre de Am Ksheorev, de peuple à la nuque raide. Alors, deuxième élément, peut-être deuxième question actuelle dans sa conception, c'est évidemment l'importance du judaïsme dans l'éducation, un domaine crucial auquel Jabotinsky, on ne le sait pas toujours, a consacré beaucoup de réflexion et aussi d'action, c'est le domaine de l'éducation. Et à ses yeux, il est très important de manifester une attitude positive envers le judaïsme dans l'éducation, non pas par un souci de prosélytisme, contrairement à ce que croient les adversaires de l'éducation juive, y compris d'ailleurs en Israël aujourd'hui, ceux qui pensent toujours qu'il y a un risque de coercition religieuse, la fameuse Hadatta dont on parle beaucoup en Israël, et non pas, dit Jabotinsky, pour susciter un enthousiasme artificiel envers la tradition, mais parce que l'élève, quelle que soit sa position personnelle, qui respecte ou non les commandements de la religion, doit cependant connaître les coutumes du judaïsme, tout comme il doit connaître l'histoire et la littérature, parce que ces coutumes font partie de notre histoire, de notre littérature, et plus encore, dit Jabotinsky, elles font partie de l'âme de notre nation. Fin de citation. Eh bien, cette idée qu'il faut enseigner le judaïsme, ça peut paraître évidemment très banal, et parce que d'ailleurs aujourd'hui en Israël, on enseigne le Tanakh, y compris dans les écoles israéliennes les plus laïques. Mais d'abord, je rappelle que Jabotinsky, tout au long de sa vie, et depuis très jeune, depuis l'âge de 20 ans et jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours lutté contre le danger de l'assimilation, mais parce qu'à ses yeux, la coutume juive, les coutumes de la tradition juive ne font pas seulement partie de la culture générale, elles font partie de ce qu'il appelle l'âme de la nation. Et donc on voit qu'à ses yeux, la question de la religion est indissolublement liée à la question de la nation et de ce qu'il appelle aussi la ségoula, le caractère spécifique à chaque nation. C'est-à-dire qu'aux yeux de Jabotinsky, le judaïsme, ce n'est pas seulement un ensemble de lois et de coutumes extérieures, telles que le décrivent les adversaires du judaïsme, par exemple le philosophe Kant, mais c'est l'âme de la nation, c'est-à-dire c'est ce qui lui donne sa spécificité, ce qu'on appelle en hébreu la ségoula. Et je précise que lorsqu'il emploie ce terme, ou lorsqu'il parle de ce concept, même avec d'autres termes, il n'en fait pas l'apanage du peuple juif, parce que chez Jabotinsky, chaque peuple possède un caractère spécifique. Et Jabotinsky, qui dit de lui-même qu'il est fou d'égalité, fou de l'idée d'égalité, chez lui, les peuples sont tous égaux, de même que tous les individus sont égaux, et bien tous les peuples aussi sont égaux, ce qui ne l'empêche pas non plus de préférer son propre peuple au nom d'un sentiment naturel qui est tout à fait légitime à ses yeux. Donc vous voyez, il n'est pas du tout contradictoire à ses yeux de proférer l'impératif d'égalité entre les peuples et entre les individus, et d'un autre côté, de penser que le judaïsme ou que la nation juive doit être préférée par les membres de cette nation, n'est-ce pas? Alors, j'en viens à une autre question très actuelle sur laquelle je voudrais terminer, c'est celle de l'État juif et démocratique. Évidemment, un débat tout à fait actuel en Israël entre ceux qui pensent que l'État d'Israël doit être avant tout un État juif et démocratique et ceux qui pensent qu'il doit être ce qu'on appelle aujourd'hui un État de tous ses citoyens. Et je n'aborderai pas l'actualité politique la plus brûlante, je m'en garderai bien, mais sinon pour dire que le gouvernement qui a été annoncé hier soir en Israël comprend plusieurs partis qui ne reconnaissent pas le caractère juif de l'État. Mais je reviens à notre sujet qui est de savoir quelle est la position de Jabotinsky entre État juif et État de tous ses citoyens. Et j'ajoute sur ce sujet que certains observateurs, y compris d'ailleurs des commentateurs tout à fait avertis de la pensée de Jabotinsky, ont voulu annexer Jabotinsky à un camp politique bien déterminé, qui n'est pas son camp naturel, en faisant un juif libéral et progressiste. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire de lui un penseur favorable à un État dans lequel l'égalité l'emporterait sur tout autre impératif, y compris celui de préserver le caractère juif de l'État. En gros, ils ont voulu faire de Jabotinsky le partisan d'un État de tous ses citoyens. Eh bien, cette interprétation, qui est assez commune aujourd'hui en Israël, repose à mon avis sur deux erreurs. La première, c'est celle qui consiste
à faire d'un élément de sa doctrine l'élément essentiel, en l'occurrence, par exemple, l'élément l'égalité, la notion d'égalité, qui effectivement est très présente chez lui, mais l'égalité ne doit pas être non plus la valeur suprême devant laquelle toutes les autres doivent s'effacer. Et lorsque Jabotinsky affirme, par exemple, tout homme est un roi, ce qui est une affirmation qui revient souvent chez lui, ça ne veut pas dire que cette idée d'égalité doit s'effacer devant d'autres impératifs, notamment l'intérêt national, en particulier en temps de guerre, et la préservation du caractère national de l'État juif. Donc, aux yeux de Jabotinsky, la multiplicité des nations et des peuples est une bénédiction, et d'ailleurs c'est une idée tout à fait juive qu'il a repris et qu'il n'a pas seulement trouvée dans la Bible, mais qu'il a trouvée aussi dans sa réflexion sur la question des nationalités. Et même s'il est persuadé que le monde évolue vers une internationalisation croissante, et quelque part il envisage même l'idée d'une langue internationale, elle n'a pas pour but d'effacer les langues et les particularités nationales. Donc, aux yeux de Jabotinsky, les États-nations doivent subsister pour le bien même de l'humanité tout entière. Et la deuxième erreur, consisterait à, je dirais, à commettre un anachronisme, parce que Jabotinsky, comme Herzl à son époque, a parfois fait preuve d'un optimisme excessif, par exemple lorsqu'il envisageait une parité entre juifs et arabes au sein des organes du gouvernement. Eh bien, il serait tout à fait anachronique de faire de Jabotinsky le partisan d'un gouvernement juif qui s'appuierait sur un parti arabe irrédentiste sans reconnaître le caractère juif de l'État. Et je cite ses propos, dans des conditions normales, c'est-à-dire dans un pays où vivent deux ou plusieurs peuples cultivés et qui est gouverné selon un régime parlementaire, il est légitime que le caractère national de la majorité marque en fin de compte de son empreinte la vie de l'État tout entier. C'est-à-dire que Jabotinsky, même en étant favorable à l'égalité entre tous les citoyens de l'État juif, maintient que c'est la majorité qui doit l'emporter en ce qui concerne la vie de l'État, c'est-à-dire en fait en ce qui concerne le caractère national de l'État. Donc, le caractère juif de l'État doit subsister, même s'il existe une importante majorité qui n'est pas juive, une importante minorité pardon, qui n'est pas juive au sein de l'État. Alors, pour conclure cet exposé, je voudrais aborder un autre élément très rapidement, qui est ce que Jabotinsky a appelé le sionisme suprême, et que certains historiens considèrent comme son apport le plus important à la doctrine sioniste. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de sionisme. Il y a le sionisme socialiste, il y a le sionisme révisionniste, il y avait le sionisme pratique, ce qu'on appelait le sionisme des petits pas de Chaim Weizmann. Et on pourrait dire que ce qui est spécifique à Jabotinsky, au-delà même de sa vision politique du sionisme révisionniste, c'est ce qu'il a appelé le sionisme suprême. Alors, qu'est-ce que c'est le sionisme suprême? Je cite un de ses derniers discours sur ce sujet. L'objectif du sionisme, c'est la rédemption d'Israël sur sa terre, c'est la renaissance de la nation et de la langue juive, et l'enracinement des saints préceptes de la Torah, en hébreu Kodshe Torato, dans la vie nationale, et par cela la création d'une majorité juive en Eretz Israël sur les deux rives du Jourdain, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie et aussi la Transjordanie, la création d'un État juif fondé sur les libertés civiques et sur les principes de justice inspirés par la Torah, le retour à Sion de tous ceux qui aspirent au retour et la fin de l'exil. Fin de citation. Eh bien, cette résolution qui a été adoptée par les délégués du congrès de la nouvelle organisation sioniste, malgré l'opposition de certains qui ne voulaient pas qu'on fasse mention de la Torah dans cette résolution, et comme l'explique Jabotinsky à un autre endroit, l'État juif n'est que la première phase de la réalisation du sionisme suprême. La deuxième phase sera celle du retour du peuple juif à Sion, et ce n'est que dans la troisième phase qu'apparaîtra le but final authentique du sionisme suprême, le but pour lequel existent les grandes nations, à savoir la création d'une culture nationale qui diffusera sa splendeur dans le monde entier, comme il est écrit, Ki mitzion tetze Torah, car de Sion sortira la Torah. Fin de citation. Alors, comment interpréter ces mots à la lumière de tout ce que nous avons exposé? Jabotinsky n'est pas devenu à aucun moment de sa vie un juif pratiquant. Il est demeuré le juif libéral et laïque qu'il était dans sa jeunesse, mais il a compris que la tradition d'Israël n'appartenait pas à aucun camp ou parti politique, qu'elle n'était pas seulement une enveloppe, une structure externe et une religion, mais qu'elle était l'âme du peuple juif tout entier, et qu'à ce titre, la tradition d'Israël devait être au cœur de la future
culture nationale qui allait refleurir dans le futur État juif dont il n'a pas vu le jour. Je vous remercie pour votre attention et je serai très heureux de répondre à vos questions. Alors, il faut rappeler juste que Jabotinsky est mort, si je ne me trompe, en 1940 et que ses ossements ont été transportés en Israël que bien plus tard pour différentes raisons politiques que nous n'exposerons pas ici ce soir. En tout cas, bien que notre conférencier, à juste titre, n'ait pas voulu aborder des questions politiques, je crois que ça nous a quand même permis d'un peu mieux comprendre la vision, ou j'allais dire la nouvelle génération, la nouvelle interprétation de la pensée de Jabotinsky à travers les différents partis politiques, que ce soit de la place des partis arabes, que ce soit de la place de la religion dans la société, le caractère juste de l'État, des questions qui restent des questions encore fondamentales. Donc, je propose que Pierre, pour les quelques minutes qui nous restent, tu regardes s'il y a des questions en dehors des félicitations. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à lire toutes les questions. Moi, j'aurais une question à poser avec du recul. On place évidemment Jabotinsky parmi les grands penseurs du sionisme moderne, probablement un des derniers au niveau des philosophes, des idéologues du sionisme. On est capable aujourd'hui d'évaluer sa contribution au niveau ou politique ou idéologique dans la création de l'État d'Israël ou dans la pensée politique globale de l'État d'Israël? Alors, je vais répondre à ta question, Avi. J'ai vu que Simra a s'est posé une question, mais je ne la retrouve pas sur le chat. Non, mais je vais donner la parole à Simra après. Ah, d'accord. Alors, pour répondre à la question, bon, évidemment, la question du rôle de Jabotinsky dans la pensée politique moderne d'Israël, évidemment, c'est une question controversée, puisque j'ai dit qu'il y avait, pour certains historiens considèrent qu'il était favorable à un État de tous ses citoyens, ce qui évidemment, à mes yeux, est une hérésie. Mais ce qu'on peut dire, et ce n'était pas tellement le sujet que j'ai développé ce soir, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, il est à l'origine de la doctrine stratégique d'Israël avec le mur de fer. Et peut-être un sujet qu'on pourrait développer une autre fois, c'est est-ce que le dôme d'acier, c'est la continuation du mur d'acier ou est-ce que c'en est l'antithèse? Et j'ai un avis bien tranché sur cette question. Donc, il a joué un rôle important dans la doctrine stratégique puisque c'est lui qui a développé en fait la pensée militaire qui n'existait pas ni chez Herzl ni chez aucun autre théoricien du sionisme politique. Donc, il a ajouté cet étage indispensable de la pensée stratégique et de la doctrine militaire. Et il a été un des premiers aussi à penser que non seulement qu'il y avait un besoin d'autodéfense qu'il a développé à partir du pogrom de Kishinev, mais qui ensuite, c'est une idée qu'il a accompagnée toute sa vie durant, depuis la Haganah à Jérusalem en 1921 et jusqu'à la Légion juive et jusqu'au projet d'une armée juive qu'il avait envisagé en 1939. Donc, voilà encore un domaine dans lequel sa pensée a eu un rôle tout à fait essentiel dans la création de l'État d'Israël et dans la pensée sioniste moderne. Simcha. Ok, d'abord je tiens à remercier Pierre pour son exposé. Dans un temps très très succinct, il a réussi à placer un énorme nombre de points essentiels. Et si vous le permettez, d'une façon également très très succincte, je voudrais mettre l'accent sur trois choses chez Jabotinsky reliées à la religion et l'État. Un, je crois, et tu me diras, Pierre, si tu es d'accord avec moi ou non, je crois qu'il faut placer Jabotinsky dans une très grande lignée de leaders juifs qui sont venus, pas exactement de l'intérieur du peuple juif, mais qui sont venus de l'extérieur et qui ont pu enrichir notre peuple d'une façon plus grande que certains qui sont venus de l'intérieur. Et ça a commencé par Moshe Rabbeinu, qui est venu de l'extérieur, Herzl, et également Jabotinsky, qui d'une certaine façon est venu de l'extérieur et qui nous a enrichis. C'est la première chose que je voulais dire. La seconde chose, c'est que Jabotinsky, exact, était un laïc, mais il a toujours respecté, tu l'as dit Pierre, la religion et les religieux. Et la troisième et dernière chose que je veux dire, j'en ai plein, mais j'arrête les frais pour ça. Je crois que
comme dirigeant sioniste ou politique, aucun dirigeant politique n'a introduit comme Jabotinsky la pensée juive, la pensée biblique et la pensée juive profonde dans son idéologie, dans sa pensée. Tous ses poèmes. Il a écrit 2 romans dans sa vie, et un des 2 romans, je crois qu'il a été écrit en 24 ou 25, c'est l'histoire de Samson, de Shimshon. C'est un roman biblique. Un des 2 romans qu'il a écrit, c'est un roman biblique. Et c'est traduit en français, je conseille de lire. Il est plein de citations bibliques, d'endroits bibliques. C'est en prenant le verset de Shimshon qui est très court, il en a fait un livre extraordinaire à mon avis. Et très peu de dirigeants ont fait des romans bibliques. Dans son idéologie, tu n'as pas parlé, je te demande d'en parler en quelques instants. Il a parlé du Chadnes, du Chatnes, du PA, de la loi du Yovel, des lois sociales bibliques qu'il a mis à jour aujourd'hui, comme d'autres choses dans ses poèmes, comme d'autres choses. Il a parlé militairement. Il parle dans un de ses poèmes de Gidon, le prophète Gidon, qui est pour lui un modèle, qui a fait boire de l'eau et qui a choisi les 100 guerriers qui ne sont pas penchés pour prendre l'eau, mais qui ont pris l'eau dans leurs mains et qui l'ont portée à ses lèvres. Je crois que, et il fait une grande exposition de ça en expliquant que c'est comme ça qu'il voit la force militaire d'Israël. J'arrête pour maintenant, j'en ai assez parlé. Merci Simcha. Alors, je voudrais essayer de répondre à 2 de tes questions au moins. Et je vois qu'il y a aussi une autre question qui a été posée sur le chat par Fernand Seban qui pose la question de que dirait Jabotinsky, qu'est-ce qu'il a dit sur les rapports avec les pays arabes. Alors, j'essaie de répondre à ces 3 questions. D'abord sur les pays arabes, c'est une question très très vaste que je n'ai pas le temps d'aborder, mais pour dire juste en 2 mots, Jabotinsky, il a eu une double intuition concernant les rapports entre Israël et les pays arabes. La première idée, il a été le premier à comprendre que les Arabes s'opposeraient au sionisme et que cette opposition serait irréductible et qu'on ne pourrait pas la réduire par des promesses économiques, par les bienfaits économiques. Donc, il a compris que le Mizrach Tichon Hadash, le nouveau Moyen-Orient de Shimon Peres, ça ne marcherait pas parce que les Arabes avaient… il a vu l'émergence du nationalisme arabe, il a vu que c'était un nationalisme qu'il fallait prendre au sérieux. Et la deuxième idée, c'est qu'il fallait qu'Israël élabore un mur de fer, c'est-à-dire une capacité de dissuasion qui supprimerait chez nos ennemis l'envie même de nous attaquer. Et évidemment, de ce point de vue-là, à la fois, il était visionnaire, puisque la capacité de dissuasion, c'est le fondement de la doctrine de Tzahal, mais d'un autre côté, on n'est pas du tout arrivé à ce résultat. On en est encore très loin, on s'en est peut-être même éloigné si on considère ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vu récemment. Alors, pour revenir aux questions que tu as posées, Simcha, évidemment, je ne vais pas reparler du sujet que j'ai abordé dans la précédente conférence sur l'importance de la Bible dans ses idées économiques et sociales. D'ailleurs, la conférence est toujours disponible en ligne pour ceux qui n'y ont pas assisté. Mais sur la question très intéressante que tu as posée, Simcha, de savoir est-ce que Jabotinsky fait partie de ceux qui venaient de l'extérieur? Effectivement, c'est une question qui est tout à fait légitime, puisque est-ce que Jabotinsky, quelque part, est-ce qu'il vient de l'intérieur du peuple juif? Est-ce que c'est un juif de l'intérieur ou est-ce que c'est un juif de l'extérieur? Moi, j'ai voulu le présenter à la fois comme un juif qui n'est pas assimilé et qui a reçu une certaine éducation juive et en même temps qui a aussi une double culture. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait, on peut le rapprocher de Théodore Herzl, avec peut-être, puisque Théodore Herzl avait lui aussi été à la fois en apparence un juif assimilé, mais qui avait été très marqué par son grand-père, qui était un disciple du rabbin Kalischer. Donc, chez Jabotinsky, comme chez Herzl, il y a cette double culture, cette double influence. Mais ce qui est très intéressant, à mon avis, et un point que je n'ai pas pu développer ce soir, mais c'est que chez Jabotinsky, il y a l'idée que le peuple juif, en même temps, possède dans sa tradition les réponses aux grandes questions les plus importantes, y compris les questions politiques, y compris les questions stratégiques. Il y a même un texte, par exemple, où effectivement, comme tu en as parlé, Simcha, il y a des textes où il pense que la Torah, la Bible doit nous servir d'exemple pour savoir comment mener la guerre contre nos ennemis. Et d'autre part,
il y a cette idée qu'en matière politique, le peuple juif doit réapprendre, et ça c'est une expression que je cite de Jabotinsky, il doit réapprendre tout depuis Aleph à Tav, depuis A jusqu'à Z. C'est-à-dire que le peuple juif, à la fois, il est porteur d'une tradition ancienne et en même temps, du point de vue politique, c'est un novice parce que pendant l'exil, il a vécu loin de toute question politique. La politique juive en exil, c'était uniquement la politique de la survie et c'était la politique de la communauté et de la protection, de chercher la protection des nations étrangères. Et redevenir un peuple souverain, ça exige pour Jabotinsky de reprendre en main son destin politique et de ce point de vue-là, nous devons à la fois chercher des sources dans notre propre tradition, mais il faut être capable de les réélaborer parce que c'est un travail qui n'a pas été fait pendant les siècles de l'exil. Et d'un autre côté, Jabotinsky est tout à fait ouvert à l'idée de chercher aussi des modèles chez les autres peuples. Et c'est pour ça qu'il s'est aussi intéressé à l'histoire des nationalités, à l'histoire des autres nationalismes. Et c'est aussi pour ça qu'il était tout à fait ouvert à l'idée de chercher des modèles et des exemples et des conseils, et aussi des conseils amicaux chez des philosémites non-juifs. Et vous savez que Jabotinsky, comme Herzl, a souvent trouvé une oreille attentive chez des non-juifs qui étaient parfois même plus ouverts à l'idée sioniste que les juifs eux-mêmes. Et pour citer deux exemples, sans m'étendre sur le sujet, parce que c'est un sujet qui mériterait aussi un exposé à part entière, Herzl, un des premiers qu'il a écouté, c'était le révérend Eschler, qui était un protestant tout à fait philo-sioniste qui collectionnait les maquettes du temple. Et quant à Jabotinsky, lorsqu'il a voulu créer les bataillons juifs, la Légion juive pendant la Première Guerre mondiale, un des premiers qu'il a écouté, c'était le colonel Patterson, qui est devenu le commandant des bataillons juifs au sein de l'armée anglaise. Donc effectivement, Jabotinsky était à la fois un juif de l'intérieur et aussi un juif de l'extérieur et un juif ouvert à des influences extérieures, tout en restant évidemment, comme je l'ai voulu le montrer ce soir, très attaché au particularisme national juif, ce qui n'était pas contradictoire avec le fait d'aller chercher des idées à l'extérieur de la tradition d'Israël. Pierre, merci beaucoup. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il est 20 h à Paris, donc je crois vraiment qu'on est dans les délais. Je crois qu'on a eu une vue très, très large. Je remercie notre public fidèle. Je voudrais signaler 2-3 amis fidèles, Sam, Olivier, Eric, qui sont là avec nous depuis de très nombreux mois et qui nous suivent quasiment pour toutes les conférences. Je remercie Simcha Felber de sa participation. Voilà, c'était un sujet important, intéressant, à la lumière, encore une fois, de l'histoire d'Israël, qui est souvent mal connue parce qu'on voit les choses avec beaucoup de recul, grâce à Pierre, qui est vraiment un spécialiste et qui a écrit plusieurs ouvrages et qui pourra nous donner des références bibliographiques pour les gens qui veulent approfondir un petit peu plus. Comme il l'a dit, sa précédente conférence et celle-là sont en ligne sur notre bibliothèque YouTube de l'Organisation sioniste mondiale et sur notre page Facebook. Voilà, donc je vous remercie. Shabbat Shalom, Besorot Tovot, et que nous entendons que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. ביי, תודה רבה פייר, תודה שמחה, תודה נפתלי, ביי, שבת שלום. Tov, Shabbat Shalom.